Allô, moi c'est Julie, je suis la mère de deux jeunes adultes, Benjamin qui a maintenant 20 et... ça va pas bien quand on oublie l'âge de ses propres enfants, Benjamin qui a 21 ans et Léo qui a 19 ans. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler en premier de la transition entre le homeschooling et l'école. Puis en deuxième, je vais répondre à la question, est-ce qu'il y aurait eu besoin de l'école pour aller sur le marché du travail? Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai fait une ligne du temps qui explique quand même assez en détail les étapes par lesquelles Benjamin et Léo et nous, on est passés à travers leur cheminement d'apprentissage en famille et d'école, cégep, tout ça. Et on va mettre un lien là, proche à quelque part, je sais pas trop où, Julie va mettre ça quelque part. Et vous allez pouvoir cliquer là-dessus et avoir plus de détails. Donc, plongeons dans le sujet directement. En premier, nous, on était unschooler. Et je dirais même, j'aime bien le terme unschooling bienveillant. Ce qui allie, dans le fond, la façon dont je suis un parent avec mes enfants, avec bienveillance, en les aimant comme ils sont, en leur imposant pas de changer pour être ce que moi, je pense qu'ils devraient être. Et le unschooling, où est-ce que ça dit simplement, c'est l'enfant qui est guidé par ses intérêts, qui est guidé par ses passions, qui suit le fil de la curiosité, qui l'amène à apprendre, ma foi, tellement de choses. En premier, la transition entre le unschooling et l'école. Benjamin avait à peu près 15 ans, d'après moi, quand il a commencé à parler qu'il voulait aller à l'école. Parce que son but, c'était d'aller au cégep. Et son but ultime, qui s'est précisé pas longtemps après, c'est d'aller à l'université aussi. Parce qu'avoir un diplôme, un bac à l'université lui permettait d'aller travailler aux États-Unis plus facilement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, rapidement, il avait envie d'avoir cette possibilité-là et même comme sérieusement y songer. Et il y songe encore. Dans le domaine où lui, il veut s'en aller, en programmation, un diplôme peut ouvrir plus de portes. Il voyait ça comme un moyen d'ouvrir des portes. Peut-être apprendre des choses aussi, là, c'est sûr que c'est le but principal de l'école. Et donc, on a commencé à fouiller, voir c'était quoi les possibilités. Et la première chose qu'on a trouvée, c'était à distance. Donc, c'est comme ça qu'a commencé. À ce moment-là, pour être aux adultes, à distance, on devait avoir 16 ans. Et on faisait affaire avec une commission scolaire, je me souviens plus trop où, mais c'était pas dans notre coin. Nous, on habitait à ce moment-là sur la Rive-Sud de Québec. Donc, on a commandé les livres, puis on a commencé à faire les livres, mais rapidement, on a reçu les livres au mois de juillet. Rapidement, là, au mois de septembre, on se rendait compte qu'il n'y avait pas le goût d'y faire, c'était plate. Mais malgré tout, il avait réussi à faire son premier livre, ou presque, il était en bon chemin, là. Fait qu'au mois de septembre, octobre, on a commencé à jaser plus sérieusement. Il est venu me voir, il m'a dit ça marche pas, faut changer de tactique, là, ça marche pas. Donc, on a décidé ensemble en jasant qu'il irait à l'école aux adultes, parce que là, à ce moment-là, comme partout au Québec, c'est un prof en avant qui n'explique pas la matière, mais c'est un prof, mettons, de mathématiques. Toi, tu fais tes cahiers à ton rythme, puis si tu as des questions, tu vas voir le professeur. Donc, il a terminé son cahier de mathématiques de cette façon-là, avec un prof en avant. Il a fait son premier examen. En fait, pour être honnête, je pense qu'il était peut-être rendu à son deuxième cahier, puis il avait déjà fait le premier examen. Ça, je suis pas certaine. Parce que les premières notes qu'il a eues, c'était comme 95-96% en maths, parce que c'est sa force. Benjamin est un esprit très, très, très logique. Il fait de la programmation, donc là-dedans se retrouve aussi comme quelque chose qui, dans le fond, lui facilitait l'apprentissage des mathématiques, là. Donc, ses premières notes étaient super bonnes. Puis, suite à ça, il y a un prof qui est venu le voir, qui s'est assis avec lui.
C'est un prof d'un programme spécial qu'il y a sur la Rive-Sud, qu'il y a peut-être ailleurs aussi, qui s'appelle l'Accès collégial. Ce programme-là, c'est fait spécifiquement pour les jeunes qui veulent aller au collégial. Et c'est seulement pour les matières enseignées en secondaire 4 et en secondaire 5. Puis comme c'est un programme qui est en dessous de l'école des adultes, tu as besoin des mêmes crédits. Donc, tu n'es pas obligé de faire, mettons, éthique, sciences religieuses, je ne sais plus comment ça s'appelle, histoire. Tu n'es pas obligé de faire ces cours-là, là, tous les cours à option, tout ça. Tu as besoin de tant de crédits. Puis, si je me trompe pas, c'est le même nombre de crédits, dans le fond, que les jeunes ont besoin au général là, pour secondaire 4 et secondaire 5. Donc, ce prof-là est allé voir Benjamin, il a dit « Wow, t'as des bonnes notes, c'est quoi tu veux faire dans la vie? » Tu sais, t'es pas le client, le jeune qu'on est habitué de voir ici, là, qui vient de l'école, puis qui a eu des échecs, ou qui a arrêté, bref. Et là, il a parlé de ce programme-là, l'accès collégial. Ça n'a pas été trop long que Benjamin a décidé d'embarquer. À ce moment-là, la grosse différence entre l'école des adultes et l'accès collégial, c'est que l'accès collégial, tu as le prof en avant, c'est des cours magistraux là, qui expliquent toutes les choses. Ça fonctionne par session. Au lieu d'être une année comme au secondaire régulier, c'est des sessions qui fitent plus avec les sessions qu'on connaît du cégep, dans le fond. C'est pour permettre aux jeunes qui sont déjà au cégep de, mettons, aller faire un cours de maths forte, à l'accès collégial ou de pouvoir faire les deux en parallèle pour que ça les avance plus vite. Mais c'est plus intense. Dans le fond, c'est un cours de maths, c'est, je pense, c'est 2 jours par jour, 5 jours semaine. Et c'est pareil pour français, tous les cours qu'ils ont dû faire. Donc, les cours qu'ils ont dû faire, si je vous explique, c'est, ils ont fait français, ils ont fait maths, anglais, sciences générales, sciences fortes, chimie, physique. C'est pas mal ça. La seule différence entre Benjamin et Léo à ce moment-ci, c'est l'anglais. Benjamin a fait un test parce qu'il savait pas quoi faire avec un jeune qui avait pas été à l'école puis qui avait pas de notes, quoi que ce soit. Donc, ils ont fait faire passer un test écrit et un test oral. Il y a eu des super bonnes notes. Et à cause de ça, il y a eu les crédits. Il n'a pas eu besoin de faire ses cours de maths, puis il y a eu les crédits, puis il a pu pas avoir ce cours-là à faire. Tandis que Léo, lui, a fait aussi un examen, a eu des super bonnes notes aussi, un petit peu moins que Benjamin, ce qui fait en sorte qu'il a dû faire un cours d'anglais. Ils l'ont mis en anglais de 4 en premier, mais ils se sont vite rendus compte qu'il était super bon. Fait qu'il a fait comme anglais de 4 et 5 la même session, là, le même 3-4 mois. Là. Fait que ça, c'est comme pas mal la seule différence là, au niveau des cours qu'ils ont fait, les deux. L'autre différence serait aussi que Benjamin il a fait 0 cahier, 0 préparation. Là. Quand on a commandé les cahiers pour faire les cours à distance, depuis la maternelle, il n'y avait jamais ouvert de cahier scolaire. J'en avais quand même acheté un peu au début quand on faisait l'école à la maison parce que dans ce temps-là, je connaissais pas le unschooling. Et on avait des cahiers et ça n'a pas duré longtemps. On a vraiment transitionné quand même assez rapidement vers le unschooling là, total. Donc, il y avait toujours des cahiers, un environnement riche, beaucoup de cahiers, beaucoup d'informations à leur disposition, mais jamais d'obligation de les faire. Donc, Benjamin, lui, ça l'intéressait pas du tout, les cahiers. Tandis que Léo, lui, quand il a vu son frère entrer à l'école, là, il s'est dit « Oh, moi aussi, je vais peut-être faire ça. » Et là, tu sais, avec ça a pris peut-être 1 an et demi, je pense après, il l'a suivi à l'école. Et pendant ce temps-là, il a réfléchi, puis il a commencé à faire une préparation. C'est lui qui m'a demandé, c'est lui qui est venu me voir. Tout le long, depuis qu'ils sont jeunes, j'accompagne mes enfants, puis on peut appeler ça unschooling, mais mon accompagnement n'a pas vraiment changé. Fait que je suis un support pour eux,
mais je vais pas prendre des décisions à leur place. Donc, c'est Léo qui est venu me voir, qui me dit « Je veux me préparer. » Puis le cours que je veux me préparer, c'est le cours de français. Puis je le comprends parce que souvent, pour beaucoup de gens, c'est le cours le plus... un plus gros challenge, mettons. Et c'est ce qu'il a fait. On a acheté, je pense, sur Internet des genres de petits programmes pour la grammaire, pour commencer à le pratiquer, à l'écriture, des choses comme ça. Puis là, comme c'était le deuxième élève qu'il y avait à l'accès collégial, parce qu'on savait qu'il voulait rentrer directement en secondaire 4. Donc, tu prends un jeune qui a jamais vraiment ouvert des cahiers, qui se retrouve en secondaire 4 pour français, maths, anglais, tout ça. Fait que Léo, ils ont plus fait passer de tests, dont en français. En français, elle était pas certaine qu'il était de niveau secondaire 4. Donc, on a engagé une tuteure qui est venue à la maison pour l'aider avec les notions. Mais une chose aussi, je pense qu'elle a beaucoup aidé, c'est la confiance en lui, en lien avec le français, en lien aussi avec les examens. Donc, c'était plus qu'un professeur. C'était vraiment quelqu'un qui l'aidait aussi, selon moi, ce que j'ai perçu, là, avec la confiance qu'il avait en lien avec les examens. Parce que pour un jeune qui n'a jamais passé d'examen, la première fois, comme pour Léo, un examen de français, c'est quand même pas évident. C'est stressant. Léo est de nature anxieuse, une personne sensible. Benjamin un peu moins. Et je pense que ça, c'est reflété dans ses notes, dans ses premiers examens. Donc ce cours-là de français, là, cet examen-là de français qu'il avait à écrire, il était extrêmement stressé. Puis je le comprends. J'étais extrêmement stressée, moi, puis j'ai été à l'école toute ma vie, aux examens. Donc, il y a eu une tutrice quelques mois, puis après, il est retourné voir la professeure qui est à l'accès collégial, qui avait fait passer l'examen en premier lieu. Il a montré son portfolio, ces choses qu'il avait fait, il était rendu où. Elle a dit « Ok, c'est beau, moi, je t'accepte en secondaire 4. » Et ça s'est avéré un très bon choix. Fait qu'un jeune que une couple de mois avant, a dit « Ah, je suis pas sûre que t'es de niveau », là, a trouvé qu'il était de niveau. Mais c'était des travaux qu'il avait fait à la maison, dans le calme. Ça représentait plus son potentiel, ça représentait plus ses compétences. Si on continue de parler académiquement aussi, quand je regarde au niveau des sciences, pour mes gars, ça a été quand même assez facile, mais je pense que c'est aussi parce que ça les intéressait. Parce que à l'accès collégial, les profs sont quand même un peu différents de secondaire régulier. C'est des profs qui sont passionnés, c'est des profs qui sont, tu sens qu'ils sont là vraiment pour les jeunes, là. Tu sens que ils supportent les jeunes, ils les aident. Bref, prof de sciences en particulier était vraiment un bouffon qui les faisait rire et ça a fait en sorte, je pense, aussi d'aider, mais il reste que c'était quelque chose qu'il aimait, la science. Il avait fait déjà des ateliers de sciences quand il était jeune. Je me souviens pas que mes gars ont eu des mauvaises notes. Je pense que c'est arrivé à certains moments qu'ils ont eu des mauvaises notes, mais c'était tellement rare. Tu sais, qu'il y ait en bas de 80, là, c'était extrêmement rare, là. Puis la plupart du temps, ça tournait plus au niveau du 90. Ce qui me porte à croire, ce qui me fait me demander plutôt pourquoi on va à l'école? Bref, ça c'est une réflexion extrêmement personnelle. Donc, académiquement, c'est pas mal ça. Au niveau social et au niveau de l'adaptation avec les autres, puis c'est sûr qu'il a fallu expliquer des choses bien basiques, un peu pareil comme quand on rentre au secondaire, ben on a géré comme notre case, le cadenas, notre lunch, tu sais, un peu comme... Mais ça, c'est une adaptation, selon moi, qui est quand même assez facile, là, puis qui n'ont pas eu de misère, là. Une affaire super importante, peu importe
l'adaptation qu'ils ont faite, que ce soit à l'accès collégial, que ce soit au cégep, et Benjamin maintenant là, à l'université, il y a toujours une couple de mois, la première session, qui est qui est vraiment une session d'adaptation, de découverte de l'environnement, de découverte de comment ça fonctionne. Et même s'ils l'ont fait ça, cette découverte-là à l'accès collégial, mais il reste que ce n'est toujours une à toutes les étapes, à tous les changements d'école, dans le fond. Là. Socialement, je dirais que les choses les plus drôles, les plus... on s'entend que c'est pas une grosse adaptation, mais il y a des choses. Il me revenait le soir avec des genres de réflexions comme « Mais je comprends pas pourquoi que les élèves, ils se couchent sur leur bureau puis ils écoutent pas le prof. » Pour eux, ça, que les élèves soient à l'école puis qu'ils écoutent pas le prof, puis qu'ils soient pas en mode ben je suis ici pour travailler, c'était comme bizarre. C'est comme pourquoi ils sont là s'ils sont pas là pour apprendre? C'est comme ces genres de réflexions-là qui montrent à quel point ben il avait jamais été dans une classe puis qu'il était pas comme les autres élèves écœurés, tannés du système scolaire. Là. Fait qu'il y a eu ce genre d'adaptation-là, où, tu sais, de demander la permission ou de dire quand tu vas à la chambre de bain, là, pour eux, c'était bizarre. Là. Des genres de choses comme ça qu'on s'attend pas. Les examens aussi, la pression qui était mise pour les examens, ça, c'est quelque chose qu'ils connaissaient pas. Les profs qui te préparent, puis qui te disent ça va être difficile, puis tu vas rusher, puis il faut que tu te prépares parce que le cégep, c'est encore plus dur, puis tatati. Ce genre de pression-là, ils l'avaient jamais vraiment vécu. Donc, je pense que c'était un plus dans le sens où ils étaient capables facilement de reconnaître, puis de voir que c'est un peu comme artificiel. Parce que dans la vraie vie, tu vas avoir des deadlines, tu vas avoir des choses à remettre, mais t'as pas quelqu'un qui te met de la pression artificiellement comme ça, qui essaie dans le fond de te faire peur pour que tu aies la motivation de te préparer. Tu sais, dans une job, si t'as pas la motivation de faire ton travail, ben, tu vas te faire mettre à la porte. Mais à l'école, souvent, on vient démotiver, puis ben, les profs, leur technique, c'est de nous faire peur pour qu'on étudie puis qu'on ait des meilleures notes. Bref, ça, il était capable facilement de le voir. Aussi, socialement, Benjamin Léo, très différent comme personnalité. Benjamin, il n'a pas vraiment besoin tant que ça de social. Donc, il est capable de se faire des amis. Il a toujours eu des amis, tu sais, quand on faisait le unschooling, tout ça. Mais rendu là à l'accès collégial, puis même, je dirais, cégep, tout ça, il est capable d'avoir des super bonnes relations. Il est courtois, il est respectueux, tu sais, il a des super belles valeurs, mais il reste que c'est pas un besoin pour lui d'avoir beaucoup d'amis. Tandis que Léo, lui, il est un peu plus sociable. Il aime ça avoir des amis. Donc, lui, s'est fait un peu plus d'amis, mais il n'y a aucun ami de l'accès collégial qui l'a suivi. Comme, je veux dire, encore aujourd'hui, les amis d'école maison, il les côtoie, puis c'est encore ses amis. Là. Maintenant, le cégep. Donc, Benjamin, lui, s'est inscrit en informatique. Il a fait un DEC en informatique. Léo, lui, s'est inscrit en sciences de la nature. Parce que Léo, lui, va aller à l'université. Probablement architecture, animation 3D, il n'est pas encore certain. Benjamin, lui, c'était sûr que c'était l'informatique. Et il y a un programme au Cégep Garneau, ici dans la région de Québec, c'est un DEC-BAC en informatique. Donc, Benjamin s'est inscrit à ça. Comme je disais, la première session a été une session d'adaptation. Une session où est-ce que je pense que même les deux, à chaque session, ils prennent le maximum de cours au début de la session. Puis éventuellement, ils en laissent aller un, même des fois deux, pour alléger leur horaire puis voir de quoi la charge de travail elle va ressembler à quoi. Le but, c'est de faire baisser le stress parce que quand le stress est plus bas, ben tu peux performer mieux. Parce que ben tu as du temps aussi, pas beaucoup, là, même s'ils enlèvent des cours, je me rends compte à quel point ils ont vraiment pas beaucoup de temps pour jouer, pour se ventiler. Mais c'est leur stratégie et c'est quelque chose rapidement, on a découvert que c'était une bonne idée de laisser aller 1 ou 2 cours par session, de le faire sur plus longtemps
mais de faire quelque chose qui va être plus positif pour eux. Et on a tout de suite, parce qu'il y avait tous les deux eu, Benjamin et Léo, ce qu'on peut appeler des services adaptés à l'accès collégial. Donc, Léo, quand c'était le temps de faire les examens, il allait dans une classe, dans une salle à part pour faire son examen, pour vraiment se concentrer. Puis je pense que même Benjamin avait ça. Pour Benjamin, ça l'aidait parce que Benjamin a un déficit d'attention, donc ça lui permettait vraiment d'être encore plus focus là, sur ce qu'il faisait. Fait que les deux avaient comme des mesures pour leur faciliter la vie. Beaucoup d'élèves à l'accès collégial avaient ça. Et là, quand ils sont entrés au cégep, les deux, on savait que ça existait, les services adaptés. On savait que Benjamin avait un déficit d'attention. Donc, avec le papier du médecin, on a eu accès aux services adaptés au cégep aussi. Et ça fait une belle différence. Ça fait une différence dans le sens où est-ce que ils peuvent apporter leur ordinateur dans les classes, ce qui fait en sorte que c'est plus facile, la prise de notes est plus facile et plus rapide. Benjamin, il tape super rapidement sur le clavier, c'est malade. Et il y a plus de temps pour faire les examens et faire les examens dans des plus petites salles aussi où est-ce qu'il y a vraiment peu d'élèves. Donc ça, les services adaptés, plus le fait d'enlever un cours par session, ont vraiment fait en sorte que ça les deux, je crois que ça a vraiment facilité leur temps au cégep. Mais il reste que pour les deux, je dirais que c'est pas nécessairement une expérience des plus agréables. Dans le sens où est-ce que Benjamin, même si lui, c'est des cours en informatique qu'il avait, c'était comme un peu emmerdant parce que il apprenait pas grand-chose. Je dirais que quand tu as toujours suivi le fil de ta curiosité, puis que rendu à l'adolescence, comme Benjamin, tu programmes. Benjamin, il programme depuis l'âge de 9 ans, à peu près. Ce que tu fais au secondaire, là, ce que tu fais à l'adolescence comme programmation pour Benjamin, là, c'est de niveau cégep. Quand j'ai posé la question à Benjamin, quel pourcentage que tu as appris au cégep en informatique, pas en français ou en anglais, ces choses-là, mais en informatique, il m'a dit 5%. Donc lui, c'est plus comme c'était un peu plate, ses cours, c'était pas un challenge, c'était jamais aussi agréable pour les deux, je crois, que quand ils font les apprentissages par eux-mêmes. Parce que là, ils suivent vraiment ce qui les fait triper. Même s'ils font des cours sur des sites internet ou peu importe, même s'ils s'inscrivent à des ateliers, il reste que c'est beaucoup plus intéressant qu'une session de cours avec un prof qui a décidé toute la matière, puis qui a choisi les technologies, puis bon. Bref, ça c'est quelque chose qui est une réalité. Léo est encore là en ce moment au cégep. Il reste 1 an. Ça va y prendre plus de temps. Un DEC en sciences de la nature, c'est supposé être 2 ans. Là, ça va y avoir pris, je pense, 2 ans et demi. Puis avec un cours ou 2 d'été. Fait que ça leur prend plus de temps. Et malgré ça, le stress est quand même très haut, là. Dans le sens où est-ce que Léo, je dirais que c'est lui qui s'apparaît encore le plus parce qu'il est extraverti. Pendant la session, il n'a pas le goût de cuisiner. Il n'a pas le goût d'écouter des films avec nous. Il perd le goût de faire des choses qui, comme là, en ce moment, au moment où j'enregistre ça, c'est l'été, il est en vacances. Là, il cuisine plein d'affaires. Il commence des nouveaux projets. Il a commencé à s'entraîner. Il a recommencé à faire du dessin, des cours de dessin, des choses d'animation 3D. Là, il y a des buts. Il a commencé à programmer. Bref, c'est comme, là, il s'épanouit. Puis là, quand la session commence, il se retrouve en petite boule et là, il fait ses choses. Il est très à son affaire. Puis, il est en mode survie et en mode production scolaire. Benjamin, lui, avait un stage à la fin de sa dernière session au cégep. Il a fait un stage dans une compagnie de la région de Québec. Et maintenant, il travaille là. Il travaille à temps partiel pendant l'école, à temps plein pendant l'été. Je lui ai demandé à un moment donné qu'est-ce qu'il trouvait qui était le plus ressemblant à ce qu'il avait vécu
en unschooling, l'école, cégep, université, tout ça, ou le milieu du travail, puis il m'a dit que c'était le milieu du travail. Je pense qu'en partie parce qu'il continue toujours d'apprendre. Il y a une très grande autonomie, une collaboration sur des projets, travailler ensemble qui est... je pense que c'était quelque chose qui avait pas tant que ça, même quand il faisait le unschooling, parce qu'il y avait pas beaucoup d'amis avec lui qui faisaient de la programmation, tandis que là, ben, c'est juste ça. Fait que pour lui, c'est vraiment super trippant, là. Fait que c'est pour lui ce qui ressemble le plus à la vraie vie, hein, le monde du travail, c'était vraiment comme le unschooling. Léo, lui, il est en sciences de la nature encore et c'est un programme quand même assez tough. Un programme, je dirais, où est-ce que tu sens que, dépendamment des cours, il y a comme une pression artificielle qui est mise sur les jeunes. Puis quand je parle de pression artificielle, là, ça peut être quelque chose, je me souviens, comme en physique, ça peut être du genre, ben, le premier examen, vous avez 30 minutes pour le faire. Et je m'attends à ce que il y ait au moins la moitié de vous qui n'ait pas le temps de finir l'examen. Ce genre de pression-là, c'est une pression artificielle. C'est le prof qui crée ça. Tu vois pas ça dans le milieu du travail. Ou en tout cas, moi, si je vois ça dans le milieu du travail, je cours parce que c'est comme... Il n'y a pas personne qui peut vivre sans faire un burn-out d'une situation comme ça. Donc, c'est un programme quand même assez difficile. Il y a quand même des bonnes notes. Faut que tu aies une certaine cote R pour rentrer en architecture. Puis là, en ce moment, il y a le minimum. Mais il reste que il a pas hâte de recommencer à l'école. Et un point, je sais pas si vous êtes comme moi, mais encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je fais encore des cauchemars d'école. Où est-ce que je suis en retard pour mon examen, ou que j'ai une mauvaise note, ou que j'ai pas le temps de faire un travail, quoi que ce soit. Et mes gars ont ça. En tout cas, Léo, je suis certaine, il me raconte souvent là, que une fois de temps en temps, il fait des rêves d'école stressants. Donc, Léo aussi a droit au service adapté. Lui, c'est plus parce que c'est de l'anxiété. Malgré les points négatifs, Léo a peut-être un petit peu plus de points positifs, dans le sens où est-ce que il a commencé un programme de jogging au cégep, où est-ce qu'il est là, puis il aime beaucoup ça. Il y a comme des opportunités qui sont intéressantes, mais je pense que malgré tout, si je lui demande, je suis pas bien sûre qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Donc, pour l'université, maintenant, il y a juste Benjamin qui est à l'université. Il a fait une session à date. Il est inscrit pour la prochaine session qui va commencer bientôt. Son expérience, encore là, la première session, je vois ça toujours comme une session d'adaptation. Son expérience est plus ou moins bonne, dans le sens où est-ce qu'on s'attendait toutes les deux qu'il y ait des profs tripants. Tu te dis, ben, rendu à l'université, les profs, ils doivent être passionnés. Parce que moi, c'est mon expérience. J'ai eu seulement un cours à l'université en philo pour enfants. Et le prof était magique. Donc, c'était ma perception aussi. À l'université, c'est prendre des profs tout tripants. Et là, on a été déçus parce que ces profs étaient quand même assez, on peut dire standard, là. Tu sais, pas mauvais, mais standard, là. Fait que ça a fait en sorte que l'enthousiasme qu'on espérait qu'il allait retirer de ces cours-là est pas vraiment là. L'affaire aussi qu'il y a à l'université, c'est que Benjamin n'a pas eu, lors de sa première session, en fait, je pense qu'il y a eu juste un cours où est-ce qu'il a fait comme des projets où est-ce qu'il y avait de la programmation, mais tout le reste, c'était zéro programmation. Une fois de plus, il y a encore droit au service adapté. Ils appellent pas ça comme ça à l'université, je me souviens plus comment ils appellent ça, mais bref, plus de temps et un local avec moins d'élèves pour faire les examens, c'est ce qu'ils ont besoin. Le reste des cours sont capables de développer, en fait, ils ont développé les deux, un comme l'autre, vraiment des moyens de se structurer. Ils ont développé des moyens, leurs propres moyens pour la prise de notes,
classer leurs choses, classer leurs notes, avoir une liste d'examens qui s'en vient, utiliser les technologies pour faire en sorte de rien oublier puis de se préparer. Benjamin et Léo sont différents. Benjamin est plus un peu dernière minute, mais de moins en moins. Il était plus dernière minute, je crois, au début. Éventuellement, t'es un petit peu moins dernière minute. Léo, moins. Léo, il aime ça être d'avance, être bien préparé, avoir beaucoup de temps. Ça veut pas dire qu'il va aimer nécessairement faire le travail, mais il va s'y prendre d'avance. En résumé, je pense qu'il y a 3 choses importantes qui facilitent la transition entre le unschooling, les apprentissages en famille et le milieu scolaire. La première est de toujours garder en tête que c'est une session, la première session est une session d'adaptation. Ça fait en sorte que nos attentes sont moins hautes, la pression est moins haute, puis ça nous permet je pense que ça permet aux jeunes de vraiment intégrer toutes les différences, de vraiment faire du sens et s'organiser d'une façon adaptée à son milieu. En deuxième, réduire le nombre de cours. Enlever un cours ou 2 pour faire en sorte que l'horaire soit plus à notre goût, des fois, parce que c'est vraiment génial quand tu as une journée où est-ce que tu n'as pas de cours ou que tu as juste des cours l'avant-midi. Ça leur fait des gros blocs d'heures où est-ce que là, ils peuvent faire des travaux ou gérer. Ça permet une gestion de leur temps plus facile quand il y a des trous, plus de trous dans leur horaire. Bref. Et le dernier point, ne pas avoir peur d'avoir recours aux services adaptés, aux tuteurs. Il y a plein de services, que ce soit, là, à l'essai collégial, il y en avait pour Benjamin et Léo, pour tous les élèves, mais aussi au cégep. Puis à l'université aussi, il y a beaucoup de services. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait quand j'étais au cégep, mais que j'ai aidé mes enfants à faire, à avoir recours à ces services-là. Donc, un support que je faisais, moi, concrètement, là, j'étais du genre à lire, mettons, les courriels qu'ils reçoivent de préparation à la rentrée pour savoir c'est quoi les services, c'est quoi les choses qu'ils ont accès, c'est quoi les groupes. Comme, mettons, Léo, regarde, il y a un groupe d'environnement à ton cégep, peut-être que ça pourrait être intéressant. Toutes des petites choses comme ça, de vraiment ne pas le faire à leur place, mais de pouvoir les aider à naviguer le monde scolaire qui est très, très, très grand et qui est très, très, très différent de ce que moi j'ai vécu quand j'étais à leur âge. Donc, ne pas avoir peur d'avoir recours à ces services-là, à des clubs de jeux de société. J'ai été avec eux à la coop de leur cégep pour aller voir de quoi ça a l'air, faire une visite du cégep avec eux, faire une visite de l'université avec eux. Bref, vraiment être là en support, mais d'oser vraiment aller chercher les ressources et profiter des ressources qu'il y a au cégep, université, secondaire, peu importe, là. Maintenant, est-ce que on peut se passer de l'école pour intégrer le milieu du travail? Puis je parle du milieu du travail dans le sens parce que, tu sais, on sait tous qu'on peut avoir des jobs d'étudiants quand même assez facilement, puis monter les échelons dans la compagnie où on travaille. Mais là, je parle de intégrer le milieu du travail dans une genre de spécialité. Une spécialité où est-ce que d'habitude, il y a de la formation à l'école pour ça. Et là, ma réponse est oui et non. Je pense que dans certains domaines, c'est possible d'intégrer le milieu du travail dans des compagnies qui intéressent le jeune sans nécessairement avoir fait une formation. Comme par exemple en animation. Maintenant, il y a des formations, même à l'université en animation, mais il y a été longtemps où est-ce qu'il n'y en a pas eu. Et ce milieu-là reconnaît
quand même assez facilement. On a un contact qui nous a dit ces choses-là. Là. Vraiment, si tu viens me voir puis que tu as ton portfolio, nous, c'est ça qui est important. C'est le portfolio qui est important et non la formation que tu as faite. Donc, certains domaines, oui, tu peux intégrer le milieu du travail puis tu n'as pas besoin. Tu sais, si quelqu'un veut être entrepreneur, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un DEC pour ça. La preuve, il y a beaucoup de monde qui ont des entreprises florissantes, comme Chocolat Favori, mais qui n'ont pas fini leur DEC. Donc ça, c'est possible. Tu n'es pas obligé. Mais c'est sûr que c'est plus facile, dans le sens parce que la formation n'est pas nécessairement facile à cause du stress, surtout artificiel, mais ça ouvre des portes. Et souvent, dans les formations, il y a des stages. Ben là, c'est comme si c'est un moyen qui est là, qui facilite à ce que le jeune entre, mette les pieds dans un endroit et acquiert de l'expérience. Puis c'est sûr que comme Benjamin qui veut probablement s'en aller travailler aux États-Unis, ben là, il a besoin d'un bac au minimum pour le faire. Donc ça, c'est sûr que ça serait quand même assez compliqué pour lui d'aller travailler aux États-Unis sans un bac. Donc l'école, je vois ça comme une porte qu'eux ont choisie, mais qui n'est pas nécessaire pour vivre tes passions, puis être dans un milieu de travail que t'aimes puis que t'apprécies. Faut vraiment regarder parce qu'il y a des formations qui sont quand même assez structurées, mais qui ne sont pas dans un milieu scolaire avec le DEC ou le bac. Il y a des choses comme, je pense à quelque chose ici qu'on a dans la région de Québec, je pense qu'il y en a un peu partout, là. C'est comme un programme pour te former en programmation. Mais en sortant de là, tu vas avoir un diplôme, mais tu n'as pas un DEC ou un bac. Et c'est 3 ans aussi. C'est totalement différent. Il n'y a pas de cours magistraux. Il n'y a pas de prof en avant qui t'explique la matière. C'est les jeunes qui font des équipes puis qui apprennent entre eux, font des projets et apprennent de cette manière-là. Donc, c'est vraiment super trippant. Je pense que ça s'appelle 42 Québec, si vous voulez regarder sur Internet. Donc, il y a d'autres moyens d'acquérir des formations qui sont différents, puis qui, selon moi, sont extrêmement intéressants parce que cette façon-là d'apprendre me semble plus naturelle. Parce que c'est aussi ce qu'on voit dans le milieu du travail, des équipes qui travaillent ensemble, donc des équipes qui apprennent ensemble. Je pense que la question qu'il y a aussi en dessous de est-ce que c'est possible d'aller sur le sur le marché du travail sans avoir été à l'école, il y a une autre question que je trouve intéressante en dessous de ça, c'est est-ce que le unschooling prépare pour la vraie vie? Qui est le milieu du travail. J'ai juste Benjamin qui a commencé à travailler. Léo, il a fait une job d'étudiant. Benjamin aussi a fait des jobs d'étudiant, mais le marché du travail, dans le sens parce que travailler dans ton domaine, dans ta passion, il y a juste Benjamin qui fait ça pour l'instant. Ce que Benjamin a fait depuis qu'il est né jusqu'à temps qu'il commence l'école, et selon lui, et selon ce que je vois aussi, je le vois évoluer, c'est vraiment ce qui lui a là, le plus préparé au monde du travail. Dans son cas à lui, et je pense que ça va être la même chose pour Léo, je peux pas dire que ça va être pareil pour tous ceux qui font les apprentissages en famille, puis toutes les familles qui font l'unschooling. Je dis juste que pour eux, puis de la façon dont nous, on a fait l'unschooling, avec du respect, avec de la bienveillance, avec pas de pression, tout ça, c'est... pour moi, est un ingrédient qui est aussi important que l'unschooling, sinon plus. Cette façon-là d'être avec mes enfants et eux d'apprendre et de plonger à fond dans leur passion est vraiment ce qui les a le plus préparés pour le milieu du travail. Donc oui, l'unschooling, les apprentissages en famille, peu importe comment on veut l'appeler, prépare vraiment pour la vraie vie. Donc, j'espère que ça vous a un peu informé de quoi ça peut avoir l'air, la transition entre les apprentissages en famille et, bon,
secondaire, cégep, université. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et en finissant, ben, bonne chance dans votre aventure des apprentissages en famille. Je vous souhaite autant de plaisir et autant de découvertes et autant de bonheur que ça nous a apporté, que jusqu'à un certain point nous apporte encore pour nous. Donc, à bientôt!